Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette gentille introduction. Donc, c'est un titre qui m'a été confié par Nicolas Valert, que je remercie beaucoup pour la mission qu'il m'a confiée à moi. Je m'intéresse à beaucoup de choses, mais j'ai pas de lien d'intérêt spécifique à vous déclarer aujourd'hui. Alors, pour répondre d'emblée à la question qui a été posée, mission impossible pour l'audioprothésiste, non, mission possible et même plutôt très simple, puisque pour pouvoir démasquer une surdité cachée, il y a un examen qu'il faut réaliser, qui est une audiométrie vocale dans le bruit. Simplement, c'est une mission qu'il faut peut-être un peu périmétrer et savoir ce qu'on peut annoncer aux patients une fois que un éventuel déficit de discrimination de la parole dans le bruit a été détecté. Donc on va le voir, ce qu'il faut déjà utiliser dans un premier lieu, c'est des tests qui sont normés, qui sont validés, normés et validés donc en français. Simplement, une fois qu'on a détecté un éventuel déficit, qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Est-ce qu'on parle d'emblée de synaptopathie cochléaire? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Est-ce que on doit proposer une réhabilitation? Ça, c'est un vaste sujet. En tout cas, on va déjà commencer par centrer les évaluations sur la compréhension de la parole dans le bruit qui peuvent être réalisées. Et pour ce faire, je vous renvoie à une excellente publication dans Audiol Neurotol de Pierre Reynard et de l'équipe du professeur Taïwan, qui a fait une revue de la littérature des tests disponibles et validés en français. C'est donc des tests qui sont normés, validés, que vous pouvez utiliser dans votre pratique quotidienne. J'ai juste extrait parmi ces tests 2 qui sont présentés dans la revue de la littérature. Alors, donc, le Framatrix qui est assez couramment utilisé, et donc la VRB qui vous a été présentée sur la communication de Didier Boucara et RH. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un matériel vocal à considérer, une norme statistique qu'il faut intégrer, bien sûr, pour pouvoir informer le patient sur sa performance par rapport à cette norme statistique. Regardez quand même de manière un peu attentive la manière dont ces tests ont été validés. Donc pour le Matrix, en l'occurrence, ça a été validé au casque en conditions monorales, à la différence de la vocale rapide dans le bruit qui a été faite en champ libre. L'intérêt de la vocale rapide dans le bruit, c'est que vous voyez une normalisation aussi en fonction de l'âge, avec une dégradation du rapport signal sur bruit critique qui est constatée de manière très régulière. Alors, ces tests sont tous normés et validés, ils ne sont pas tous équivalents les uns aux autres. Là, c'est deux publications, une de Julie Bestel, une d'une équipe nord-américaine sur la droite de la diapositive, où ce qui est représenté, c'est donc le rapport signal sur bruit critique par rapport à la perte auditive tonale qui est présentée en abscisse. Donc on voit qu'il y a une relation qui est assez classiquement retrouvée, et les petits carrés gris, ce que ça vous représente, c'est la proportion de sujets avec une audiométrie tonale dite normale et une dégradation du rapport signal sur bruit critique. Cette proportion, vous voyez d'emblée, c'est pas la même entre les deux publications, plutôt 5% du côté de chez Julie et plutôt 15% du côté du test utilisé par les collègues nord-américains. Ce qui veut dire donc que les tests ne sont pas tous équivalents. La synaptopathie cochléaire, c'est une possibilité de support, on va dire, physiopathologique qui puisse expliquer cette perte démasquée dans le bruit, mais les collègues nord-américains l'évoquent après d'autres possibilités et d'autres supports physiopathologiques. Pour faire un point, mais vraiment très rapide, sur la physiopathologie de cette affaire, donc il y a des rubans synaptiques au niveau des cellules ciliées qui sont perdus, avec une atteinte sélective des fibres qui répondent plutôt dans les milieux bruyants, donc à des seuils auditifs élevés, des fibres qui sont à faible taux de décharge. Chez les modèles animaux, et principalement chez les modèles murins, ce qui a pu être démontré, c'était que cette synaptopathie, cette perte synaptique au niveau des fibres à faible taux de décharge, se traduisait par une réduction de l'amplitude de l'onde 1 au PEA.
Alors simplement, petite précaution, ça a été démontré effectivement chez certains modèles animaux, mais c'est pas une démonstration unanime, dans le sens où chez des modèles murins, on va dire vraiment bas niveau, ça a pu être mis en évidence. En revanche, chez le cochon d'Inde, il y a une réversibilité de l'atteinte synaptique qui a été retrouvée, et chez les primates non humains, ce qui a été retrouvé, c'est qu'il fallait des niveaux de bruit très très importants pour pouvoir provoquer une perte vraiment spécifique de ces synapses. Donc support qui reste encore un peu discuté. Dans les évaluations qui peuvent être proposées pour ces surdités cachées et leur potentiel support sous la forme de synaptopathie cochléaire, donc les potentiels évoqués auditifs au travers de l'onde 1 sont de bons candidats. Et donc si on s'intéresse à l'onde 1, on peut aussi s'intéresser au rapport entre l'amplitude de l'onde 1 et l'amplitude de l'onde 5, qui est donc abaissée en cas de potentiel synaptopathie cochléaire. Je l'indique ici en italique parce que là aussi, c'est des choses qui sont discutées. La contribution de ces fibres à faible taux de décharge à l'onde 1, qui pourraient être contaminées, entre guillemets, par d'autres contributions cellulaires, comme les cellules ciliées externes. Donc des choses qui demeurent un peu discutées. L'équipe montpelliéraine, notamment, a mis en évidence dans différents travaux que ces fibres à faible taux de décharge spontanée intervenaient plus tard en termes de latence, et donc potentiellement au niveau de l'onde 5. Et là aussi, des travaux ont été menés pour essayer de mettre en évidence l'activité spécifique et la perte spécifique de ces fibres à faible taux de décharge intervenant au seuil d'intensité élevé. Et donc, c'est le décalage de l'onde 5 qui s'est retrouvé réduit chez toujours des modèles murins, donc de synaptopathie cochléaire. Chez l'homme, c'est compliqué, donc on peut s'intéresser à différentes mesures qui ont tenté d'approcher une évaluation spécifique de ces fibres à faible taux de décharge. Là, c'est un nuage de points qui est très dispersé, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de relation entre ces différentes mesures théoriquement susceptibles d'approcher le nombre et le niveau de fonctionnement de ces fibres à faible taux de décharge intervenant au seuil élevé. Les autres supports qui sont proposés, et peut-être au premier plan, avant même une synaptopathie cochléaire, c'est des anomalies de traitement temporel de l'information ou des dysfonctions cognitives, que ce soit à bas ou à plus haut niveau. Il y avait cette publication qui avait été diffusée notamment dans la presse professionnelle l'année passée, qui était intéressante parce que chez un nombre limité de sujets, donc avec une audition normale à la tonale mais altérée dans le bruit, ils avaient fait toute une batterie d'évaluations, et auditives, électrophysiologiques et cognitives, et les seuls liens qu'ils avaient pu retrouver entre les performances dans le bruit et leurs évaluations, c'était au niveau des évaluations cognitives, donc là en l'occurrence du contrôle inhibiteur avec le test de Stroop. Donc ça fait beaucoup d'évaluations qui sont théoriquement envisageables. Un audioprothésiste ne va bien sûr pas toutes les réaliser, les explorations électrophysiologiques ou les évaluations cognitives. Donc, qu'est-ce qui peut être réalisé en plus de l'audiométrie vocale dans le bruit? On le verra sur la session suivante, mais l'audiométrie vocale devient effectivement complètement incontournable dans la batterie d'évaluation. Ce qui peut être réalisé, c'est une évaluation de l'acouphène, parce que des auditions réputées normales avec un acouphène associé peut traduire aussi des anomalies très spécifiques et fines de l'audition. Et la localisation, si le traitement temporel est altéré, les capacités de localisation, très logiquement, peuvent se voir également impactées. Simplement, si on veut évaluer la localisation, il faut le faire dans des conditions suffisamment sensibles pour détecter des problèmes fins, parfois marginaux. Donc les tests qui sont classiquement réalisés avec un faible nombre de haut-parleurs qui évaluent plutôt la latéralisation que la localisation sont pas vraiment conseillés, sont pas suffisamment sensibles en tout cas. Donc il faut plutôt se rapprocher des conditions, on va dire, physiologiques, permettant d'évaluer l'angle moyen d'erreur le plus petit, qui est celui d'un sujet strictement normaux-entendant, de l'ordre de 5 à 15 degrés en moyenne. Et si on n'a pas la possibilité de pouvoir s'équiper de, je sais pas, 15, 18 ou 20 haut-parleurs, ce qui est quand même régulièrement le cas,
Il y a l'essor de la réalité virtuelle qui, si elle se fait valider scientifiquement et correctement comme outil fiable de mesure des capacités de localisation, pourrait être un outil intéressant qui vient compléter la batterie d'évaluation donc de ces surdités dites cachées, groupes de pathologies ou groupe de troubles plutôt un peu hétérogène qui comprend peut-être la synaptopathie cochléaire, mais probablement pas seulement elle, avec des atteintes cognitives ou des atteintes neurales, en tout cas à plus haut niveau, qui ont pu être mis en évidence et qui le seront probablement dans le futur. Maintenant, ce qu'il faut retenir de cette communication, et je pense que c'est ce qui sera dit sur la session suivante, c'est qu'il faut évaluer vos patients dans le bruit absolument. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Ma. Et